Bonjour, ici Marianne Hoguin et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, j'ai une grosse annonce pour toi. Depuis 2021, NAC vous offre un rabais de 15% avec le code promo Pas sorti du bois. Je vous apprends rien ici, vous m'entendez l'épeler à chaque épisode depuis 5 ans. Mais l'une des conditions, c'est que vous avez seulement une utilisation par personne. Donc si au cours des 5 dernières années, vous l'avez utilisé pour votre commande, vous ne pouviez plus l'utiliser. Mais là, l'équipe de NAC est tombée sur la tête. On remet les compteurs à zéro puis on fait un grand reset. Ça veut dire que dès maintenant, le rabais de 15% chez NAC est accessible à nouveau pour tout le monde. C'est ton cue pour aller sur le nac.com, choisir tes produits préférés, mais aussi essayer les nouveautés, genre le gel Boost Énergie au thé à la pêche ou le Drink Mix Boost Énergie cocombe salé. C'est mes nouveaux préférés, c'est les nouvelles affaires, allez essayer ça. Bref, remplis ton panier, utilise le code promo Pas sorti du bois et obtiens ton rabais pour les meilleurs produits de nutrition pour sport d'endurance au monde. PASSORTIDUBOIS. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 283 de Pas sorti du bois. Ça faisait 8 épisodes, donc environ 8 semaines que j'avais pas reçu Marianne. Donc Marianne Hogan, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Écoute, on s'est vu en personne dans ces 8 épisodes-là, donc ça arrive pas souvent, donc on va le noter quand même. Oui, c'est ça, exactement. De ça, on est comme à 1 ou 2 fois par année qu'on se croise à travers les enregistrements. Des fois, on enregistre, des fois, on avait comme d'autres choses à faire. Comme là, dans ce cas-ci, t'es venu co-animer avec Nico puis moi pendant le QMT. Fait que c'était pas un épisode de Pas sorti du bois, mais c'était comme la même affaire, là. Jaser ensemble de trail puis de geeker sur ce qui se passait. C'est ça, exact. Bon. Fait que comment ça va? Écoute, ça va. Je reprends un peu la vie, là. Ça a été un peu des semaines compliquées après la Western, mais je reprends un peu de goût à sortir en montagne, puis ça fait plaisir. Oui, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu étais à Flagstaff, tu venais d'arriver. Tu as passé quasiment 2 mois là-bas en préparation pour la Western. Puis suite à la course, ça a l'air d'avoir été intense dans ton horaire entre terminer la course, récupérer nécessairement, mais repasser par le Québec, passer une fin de semaine en famille, venir au QMT, jaser, puis organiser une shakeout run avec Salomon, que tu n'as pas pris part, je pense. À une semaine de la course, de la Western, ça aurait été tough. Oui, ça aurait été très tough, ouais. En fait... c'est drôle parce que c'était comme si mon corps a permis à ce que je marche tranquillement sur les terrains de QMT parce que jusqu'au jour avant, je boitais énormément. Là, j'avais vraiment mal à ma jambe. Et le jour de QMT, je marchais à peu près normalement, mais courir, je pense que ça aurait été vraiment pas une possibilité pour moi. Donc, c'était un plaisir d'être là, mais j'ai pas pu participer au Shake Out Run du tout. Au moins, on a pu t'accueillir assis pendant l'enregistrement du QMT Live. C'était l'avantage de venir jaser au micro, c'est que tu pouvais reposer tes jambes. Exactement. Ça a été très, très cool de te voir. C'était bref. Puis depuis tout à l'heure, on cherchait un moment pour enregistrer parce que la vie va vite. On est occupé. J'étais en vacances à l'extérieur. Tu étais en déplacement. Là, d'où tu nous parles en ce moment? Écoute, je suis de retour vers Chamonix. Je suis de retour à Argentière où j'ai passé beaucoup de temps cet hiver. Donc, bien contente d'être de retour en France, qui est un peu ma deuxième maison, un peu mon deuxième domicile. Donc, je suis bien contente d'être de retour dans les plus hautes montagnes et d'aller faire de la rando. Est-ce que c'est chaud présentement là où t'es? Parce qu'on a vu les couvertures médiatiques de la France qui était dans l'immense canicule. Quoique, je pense que les Alpes étaient un peu épargnées. En ce moment, ça dit quoi de ton côté? Écoute, c'est assez humide, là. C'est sûr qu'il fait chaud. C'est pas l'énorme canicule, mais c'est vrai qu'il y a des restants un peu là, de chaleur et ça ressemble peut-être un peu au Québec en ce moment. OK, l'humidité. Écoute, là, nous autres, ça commence à slacker. Donc, avant qu'on commence, Marianne, est-ce que tu as quelque chose à boire? Écoute, moi, je viens de finir une Pietra
corse. Une Pietra Corse. Ouais, c'est une bière populaire que j'adore et que mon ami m'a ramené de la Corse, donc c'est ce que j'ai bu. Et là, je suis transférée sur l'Orangina, qui est aussi un classique en France, donc c'est ce que je bois. Un produit local. C'est cool, la petite bière corse, un petit clin d'œil, ça permet de le mentionner, de François Den, ton coéquipier chez Salomon, qui a fait Exactement. une performance sur le GR20 la semaine passée. Il y a la semaine passée. Un record qu'il avait déjà eu, qui avait été battu. C'est un des FKT les plus compétitifs, je dirais, ou les plus tentés. Puis là, il est allé rechercher sa couronne, devenu la première personne à passer sous les 30 heures de ce, je sais pas, 180 km et 12 000 mètres de dénivelé. Fait que on salue François qui nous écoute. 10 ans plus tard, après l'avoir fait la première fois, avec vraisemblablement la même équipe avec qui il l'avait fait la première fois. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment cool. Ouais, c'est vraiment très cool. Moi, de mon côté, j'ai pas une bière corse, mais j'ai un café québécois de mes amis de Café Charlebois qui viennent de lancer. Puis je t'en ai donné un. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y goûter. Quand on s'est croisés, on a jasé de trail, puis j'ai pu te passer une petite sac de café à travers la folie du QMT. Fait que c'est ce que je bois aujourd'hui, un Café Charlebois. Ouais, j'ai pu le savourer chez mon frère. Donc merci à toute l'équipe pour ce café. Merci. On remercie Café Charlebois. Cheers, Marianne. Merci d'être là. Cheers. Ben ouais, merci de m'avoir. Fait que là, comme je le dis avant qu'on rentre dans la Western States elle-même, c'est le fond, on a un petit recul, comme on disait avant d'enregistrer. Il y a des fois où on s'est parlé post-course, que ce soit l'UTMB et la Western States, très rapidement après. Là, on a quasiment une petite distance de 3 semaines. Fait que ça va être intéressant d'avoir ton analyse de comment s'est passée ta journée, tes anecdotes avec un petit recul. Mais j'ai le goût de reculer encore plus que ça parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, t'arrivais à Flagstaff, on était au début du mois de mai, t'attaquais ton dernier gros bloc d'entraînement, puis je vais aller complètement à l'envers de ce que je ferais normalement, c'est-à-dire essayer de terminer avec la question philosophique en lien avec l'épisode précédent. Je vais commencer avec, puis après ça on racontera toute ton histoire, mais tu m'avais dit je veux une performance à la Western State dont je suis fier, indépendamment du chrono, de la position. Bon, la position, spoiler alert, tout le monde. Marianne a terminé 3e sur le podium. Félicitations pour ça. Mais au-delà de la position, au-delà du chrono, tu nous avais dit, je vais être fier de la performance de ce que je livre à la Western State. Je vais arriver en santé à cette Western State-là puis donner le meilleur de moi-même. Commençons avec cette question-là. Est-ce que tu es fier de ta Western State 2026? Ouais, je pense que je suis fière. Je suis assez fière de ma performance. C'est la première fois où, puis ouais, je le dis, j'espère que je le dis de façon très humble, mais c'est la première fois que je regarde mon Strava après la course, puis je me dis, ah ouais, en fait, on a couru vraiment très vite, là, de voir mon gap en bas du 5 minutes 10 kilos, ça m'a quand même donné un sentiment de fierté. Je pense que je me décris souvent comme une coureuse d'ultra qui a moins le moteur, mais qui est plus le mental. Mais je pense que là, je peux être fière de la performance que j'ai livrée. Oui, quand je dis indépendamment du chrono, je vais être fière de ma performance, mais je pense que le chrono vient aussi contribuer à cette fierté. Là, je suis fière d'être maintenant le 5e temps le plus rapide de la Western, et je suis très consciente aussi que c'était une année fraîche. Donc, je suis consciente que j'ai été chanceuse aussi d'avoir pu avoir eu mon opportunité sur la course cette journée-là, mais n'empêche que il faut les courir les kilomètres, et c'est pas parce qu'il fait plus frais que la vitesse disparaît complètement. Donc ouais, je suis fière de ma performance. Puis encore une fois, j'ai eu des enjeux qui ont fait en sorte que je peux être encore plus fière de ce que j'ai pu livrer là, le jour J. Ouais, puis parlons de chiffres, après ça on racontera l'histoire derrière les chiffres, mais je regardais pour le fun ta progression de tes 3 Western States, puis comme tu le dis, c'est pas que la performance, puis ça veut pas dire que dans des conditions identiques, ça aurait été ces chronos-là, ça reste qu'entre 2022, 2025, 2026, tu as eu des conditions climatiques différentes, des quantités de neige différentes. Tu l'avais dit quand on s'était parlé au dernier épisode, cette année, c'était l'année pour que les records tombent, puis pour que tout le monde fasse peut-être sa meilleure Western State personnelle, chacun parce que c'était frais, puis il y avait peu de neige, ce qui est rare comme combo à la Western State. Puis c'était la dernière édition du parcours classique, donc c'était comme le moment pour chacun de mettre une pierre importante dans l'histoire de la Western State, puis peut-être de passer à autre chose pour la course elle-même qui va changer un peu. Mais indépendamment de tout ce que je viens de dire, tu es passé de 18h05 en 2022 à 16h50 en 2025. On s'entend, c'est quand même déjà 1h15 de moins. Ouais. Et là, tu as enlevé une autre heure à ça. Cette progression-là qui, à chaque fois, mène à une 3e position, ça démontre 2 choses. Ça démontre que toi, tu progresses comme coureuse nécessairement en retranchant quasiment 2h15
en quelques années, mais que le field aussi, tout le monde progresse puis s'améliore parce que ton chrono de cette année aurait gagné 48 des 50 Western States. Tu sais, c'est complètement fou quand on voit la progression et de toi et de tout le monde dans ce sport-là. Ouais, puis pour moi, c'est pas tant, tu sais, oui, moi, je m'acharne pas du tout sur le fait que le chrono aurait gagné des éditions précédentes. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est de savoir que ben je m'améliore avec le sport. Mhm. Je pense que ça, c'est rassurant pour moi de savoir que ben, je me suis pas juste pointée en 2022 ou potentiellement c'était à une époque où il y avait peut-être moins de compétition, où le sport était encore en développement. Ce que je trouve cool, c'est de savoir que, ben, en fait, d'année après année, je fais ce que je peux de mon côté pour m'améliorer, puis de livrer une performance qui peut me rendre fière, puis qui peut aussi, en fait, être à la hauteur de où se retrouve la compétition aujourd'hui, parce que c'est certain qu'effectivement, la compétition en 2026 est extrêmement élevée là, par rapport à les années. C'est un plaisir de faire partie de cette époque, en quelque sorte. Oui, puis j'ai l'impression, c'est le feeling qu'on avait comme fan du sport à le suivre à distance, à voir certains coureurs après qui ont fait des race recaps, qui ont raconté, qui ont donné des entrevues, que j'avais l'impression que c'était tout le monde ensemble mobilisé à repousser les limites de ce qu'on pensait possible sur cette course-là. Quand j'ai vu les entrevues de Francesco Pupi puis de Vincent Bouillard qui racontaient des échanges qu'ils ont pu avoir sur le parcours ou des moments où justement l'un l'autre se sont poussés à arriver à une performance comme ça. Puis j'ai aucun doute que ça a été de même à toutes les positions et à toutes les places dans les podiums masculins, féminins, de dire l'autre qui s'en vient derrière, puis dans ton cas, t'en avais une de proche pendant les derniers kilomètres de la course, tu te dis, Ouais. ça me force à aller plus vite, donc ça me force à accomplir quelque chose d'individuel que j'aurais probablement pas pu si j'avais pas eu quelqu'un en quatrième place qui me pousse dans le cul, pardonnez-moi l'expression. Moi. Ouais, ouais, ouais. Puis en fait, ça n'a rien à voir cette année. En fait, cette année, on a couru. Tu sais, les filles étaient beaucoup plus un peloton que ce qu'on retrouvait dans les années précédentes. On est arrivé à Duncan Canyon. Là, je suis arrivée la première, mais derrière moi, il y avait 15 autres filles qui étaient vraiment très proches là. Et donc, c'est sûr que ça change énormément la dynamique de course. Puis ça nous pousse tous à courir de plus en plus vite. Puis en fait, t'as pas du tout de marge sur la Western. C'est vraiment, c'est fou là. En fait, nous, on était proches à l'avant, mais je pense que les positions 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, là, ils étaient tous ensemble au kilomètre 150. Puis ça, c'est quand même fou là, de voir ça sur une Western. Puis c'est vraiment beau de voir que le sport évolue, puis que en fait, le niveau chez les femmes évolue en conséquence également. Ouais, Chez moi, les hommes également aussi, là, mais Ah oui. c'est sûr que moi, c'est sûr que j'ai vu une grosse différence là, entre mes différentes années là, par rapport à ça chez les femmes spécifiquement. Ouais, puis j'ai souvenir de des années à suivre la Western State, à la regarder, puis t'as le temps de quasiment t'endormir parce qu'il est rendu tard au Québec entre l'arrivée des différents concurrents. Là, du moment que Vincent traversait la ligne d'arrivée, c'était un feu roulant de gars, puis ça a été pareil quand les filles quelques minutes plus tard, se sont mis à rentrer aussi. Je regardais pour le fun, puis tu sais, le top 7 féminin, c'est arrivé aux positions 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18. Tu sais, fait que t'as comme eu 10 gars qui sont rentrés super Ouais, rapprochés. Après ça, Jennifer Lecter est rentrée, puis après ça, c'était que des filles, mais c'était aux 5 minutes, aux 7 minutes que ça rentrait. Moi, je me rappelais pas avoir vu ça sur une ouais, western qui a autant de calibre, puis c'est autant serré jusqu'à la toute fin. Je veux dire, il me semble, il y a pas si longtemps, tu regardes un live stream de peu importe un 100 miles, puis justement, tu sais, une avance de 30 minutes, c'est pas grand-chose, puis ça se voit souvent. Puis tu sais, 40 minutes entre le premier et le deuxième et blablabla. Là, ouais. c'est du 5 minutes, du 7 minutes sur un effort de 160 km. C'est assez débile de constater à quel point la course dure longtemps, puis qu'une position, tu sais, c'est vite perdu. Puis c'est drôle parce qu'on quand on faisait le QMT Live, on était moins d'une semaine après la Western State, puis on avait ces réflexions-là avec Nico en animant, Ouais. de rappeler à quel point c'est pas grand-chose, un écart, puis ça peut fondre rapidement. Puis j'ai accueilli Valérie Arsenault la semaine passée au podcast qui avait gagné le 135, puis on la suivait, puis à la fin, son écart s'est étiré un peu, mais toute la course, c'était extrêmement serré encore. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu si souvent non plus sur nos courses québécoises. Tu sais, d'avoir des écarts de 15 minutes Mhm. après 100 km sur une course, ça montre à quel point le niveau est présent. Puis tout le monde tout le monde s'élève ensemble vers le haut, j'ai l'impression. Ouais, Du, ouais, exactement. J'allais dire tantôt, en commençant au début, puis on est tout de suite rendu à la fin de la course, puis la ligne d'arrivée. Reprenons ce mois-là de préparation à Flagstaff. Tu nous partageais que ton coach t'envoyait des GPX, puis tu avais des parcours
pour des entraînements plus spécifiques à la Western qui se déroulaient à Flagstaff. Parle-moi de ce dernier gros bloc d'entraînement-là. T'es-tu arrivé en confiance à la fin du bloc? Ouais, je suis arrivée beaucoup en confiance. En fait, ouais, j'ai adoré m'entraîner à Flagstaff. J'ai surtout adoré tous mes expéditions dans le Grand Canyon, là. J'ai trouvé que, en fait, ça rendait l'entraînement vraiment le fun. Puis en même temps, c'est sûr que c'était exigeant et, euh, et très spécifique pour la course. C'est différent définitivement, mais c'était du gros dénivelé avec de la grosse chaleur. Donc, ouais, je pense que cet entraînement-là dans le Grand Canyon, ça a vraiment été un coup de cœur là, de mon voyage à Flagstaff. J'ai adoré. Je sais pas combien de fois je suis allée, mais à la fin de mon parcours, je suis allée chercher pas mal des local legends de toutes les trails dans le Grand Canyon. Donc ça, c'était cool. Mais ouais, à la fin de ma prépa, là, à peu près au même moment où je frappe souvent un petit mur là, dans ma préparation, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de ma hanche. Donc des douleurs, je pense, qui sont définitivement accentuées avec le volume d'entraînement. Ouais, je pense on a fait très attention, on a diminué là aussitôt que les symptômes sont arrivés, puis on a pu limiter un peu les dommages là, pré-course, mais n'empêche que j'ai quand même pris le départ avec des sensations de pincement là, au niveau de mon sciatique dans ma hanche et puis c'est malheureusement des symptômes que j'ai sentis là à la fin de la course, surtout dans les 60 derniers kilomètres de la course. Ça m'a incommodé un peu. Quand on arrive à 3 semaines de la ligne de départ, de l'objectif de l'année, de la course pour laquelle t'as mis tous tes efforts et tout est aligné vers ça, c'était quoi ton mood justement à 3 semaines quand tu te dis, bon, c'est un sentiment de flashback de l'année passée quand c'était autre chose? L'année passée, c'était quoi? C'était pas un virus que tu avais eu un mois avant la course? Non, non, j'avais exactement la même situation. Ah, c'est la même chose identique? Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que c'est arrivé au jour, exactement le même jour. C'est vrai? Donc, au jour près. Donc, évidemment, je pense que il y a plusieurs facteurs à évaluer. Par contre, c'est certain que, en fait, l'expérience que j'ai eue l'année passée a pu faire en sorte que j'ai mieux géré la situation cette année. Aussitôt que j'ai eu des symptômes, j'ai pris une journée de congé, j'ai réduit le volume cette semaine-là, j'ai réduit mes long runs et l'intensité. Donc, on a vraiment en fait modifié la dernière semaine alors que l'année passée, j'avais incité un peu pour compléter ma dernière semaine d'entraînement en me disant que les 2 dernières semaines me permettraient de récupérer, mais j'avais pas eu la chance de récupérer dans les 2 dernières semaines. Donc, cette année, ouais, on est allé moins loin dans mes douleurs, si on veut, mais n'empêche que on y est quand même tapé un peu. Donc, c'est sûr que encore une fois, on apprend, puis tu sais, toutes les expériences vont m'aider à arriver peut-être plus en forme ou plus en santé sur la prochaine ligne de départ. Mais je pense que je suis quand même contente de la façon dont j'ai réagi, puis j'ai fait ce que j'ai pu. Je pense qu'on a pris des bonnes décisions avec mon équipe de kiné et mon équipe de coaching avec Simon. Là, je pense qu'on a bien réagi, donc on a fait ce qu'on a pu, mais c'est certain que ouais, j'ai trouvé ça un peu difficile là, à la fin de la course. Puis j'ai eu plusieurs commentaires des gens qui remarquent que je cours un peu croche à la fin. Et ouais, c'est signe que en fait mon dos il m'a lâché vers la fin. Donc voilà. Est-ce qu'avec l'expérience, avec la quantité de ces longues courses-là que tu accumules avec les années, ça change ta façon de réagir quand à 3 semaines d'une course, il y a ça qui arrive? Oui, tu l'avais déjà vécu, mais de savoir aussi que tu dis en 2025, je me suis entêté peut-être à terminer cette dernière semaine-là du bloc alors qu'il y a une douleur. Avec l'expérience aujourd'hui, est-ce que tu te dis que cette semaine-là ne fera pas une différence si j'aggrave le truc? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que en fait, je penchais beaucoup plus vers prendre des bonnes décisions. Chose que potentiellement dans le passé, en fait, j'avais peut-être une définition différente de qu'est-ce que prendre une bonne décision la dernière semaine de préparation de course. Donc, je pense que de ce côté-là, j'ai bien réagi. En toute honnêteté, j'aurais probablement pu réduire encore plus, puis potentiellement que ça m'aurait aidé. Je pense ce qu'on a pensé dans le moment était le meilleur scénario. Mais encore une fois, on apprend, mais j'ai pas de regrets cette année. Chose que j'avais beaucoup plus l'année passée. En fait, je pense que cette année, je pense que j'ai pris quand même des bonnes décisions. J'ai pas poussé les curseurs au maximum, et puis j'en fus reconnaissante le jour de la course parce que j'ai pas souffert du début à la fin. Puis ça, c'est quand même une grande victoire pour moi.
Ouais, c'est ça. Puis tantôt, on parlait du chrono qui au-delà de la performance, ça aussi démontre que c'était peut-être la bonne décision à 3 semaines de la course de réduire. Tu sais, ça aurait-tu changé vraiment le 15h51 de la faire à fond cette semaine-là? Peut-être que ça aurait été un résultat différent puis pas le même négativement. Ouais, absolument. Absolument, mais tu sais, c'est certain que c'est toujours difficile. On est tellement focus dans ce qu'on fait que c'est facile de se laisser embarquer par, et dire que ben, ma dernière longue ronde est importante, que rentrer un certain volume la troisième semaine, c'est important. Mais ce qui est important, justement, c'est de pas se laisser influencer par ce que la théorie te propose et plutôt s'adapter là, à ce que d'une façon pratique, ton corps te permet de faire. Puis c'est vraiment de t'adapter là, à sa propre situation, ce qui est le plus important. Mais je pense que Simon a vraiment bien géré la situation, puis on a fait ce qu'on a pu. Et puis quand Matinée Mine est arrivé, en fait, on a fait du travail au maximum, puis on a quand même bien géré la situation là, vu, vu tout ça. Ouais. Tu parlais de ton équipe de coaching pour les soins. Comment ça se passe, cette dynamique-là, au quotidien dans ces entraînements-là, à travers ces grosses semaines-là, quand toi, tu es à Flagstaff, ton coach est ailleurs, ces professionnels-là sont ailleurs. Comment vous gérez au quotidien ces suivis-là entre les différents membres de ton équipe ou de ta garde rapprochée, là? Ben, Emeline, c'est la kiné qui me suit là souvent sur mes courses, donc j'ai une très belle relation avec elle et Simon également là, évidemment j'ai une très belle relation avec lui. Ils se connaissent quand même maintenant parce que ben en fait c'est toujours elle qui va gérer mes situations puis elle va des fois communiquer directement avec lui, qui est probablement mieux parce que des fois avec moi j'ai fait des interprétations différentes que ce qu'est la réalité. Euh, mais dans ce cas-ci, ouais, je pense que ce qui est bien, c'est que, tu vois, à l'opposé de l'année passée, tu sais, j'ai attendu peut-être 2 ou 3 jours avant de dire quelque chose, alors que, ben, cette année, tu vois, dès les premiers symptômes, qui pour moi, en fait, quand j'ai des premiers symptômes, c'est plutôt un symptôme d'engourdissement. C'est pas une grosse douleur. Donc, dans le passé, j'ai rien dit du tout. J'ai attendu que ça devienne une douleur et après, j'ai dit quelque chose. Alors que là, cette année, tu vois, j'ai réagi dès la première journée. J'ai averti et Emeline et Simon. Et ensemble, en fait, on discute d'un plan de match là, pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire. Et puis après, quelques jours après, Emeline est arrivée sur place et là, elle a pu constater l'état des lieux. Et évidemment, à ce moment-là, ben, soit qu'Emeline contacte directement Simon ou que moi, je lui donne l'information, mais c'est plutôt comme ça. Pour moi, c'est super important maintenant de le dire dès que j'ai une petite lumière qui flash parce que en fait, je comprends très rapidement que quand il y a une lumière qui flash, ben, il y a quelque chose en fait, il y a un gros accident qui va se, qui va se produire là, dans les jours qui suivent. Donc, il faut que je réagisse rapidement, puis l'équipe est au courant et c'est comme ça qu'on procède là. OK. J'ai le goût de te poser une question. Tu sais, tu partages beaucoup dans ces épisodes-là depuis 26, 27 épisodes, ce quotidien-là, ces entraînements-là, mais quand on est dans un bloc d'entraînement comme ce que tu as pu faire dans le dernier mois avant la Western, quand tu es à Flagstaff, c'est quoi, sans entrer dans le détail à l'heure près, c'est quoi a day in the life of Marianne? C'est quoi une semaine typique? Parce que on entend souvent, oui, les entraînements, mais c'est souvent un sport de récupération aussi, puis elle est quasiment plus importante que l'entraînement elle-même, cette récupération-là. C'est quoi une semaine typique en plein bloc d'entraînement quand tu es à Flagstaff puis tu t'en Ouais. vas t'entraîner au Grand Canyon? Ouais, c'est assez particulier dans le sens que, en fait, moi, je suis capable quand même pendant 2 mois là, d'être super focus sur ce que je fais. Puis c'est pour ça que j'aime ça un peu quasiment être retiré de tout, de tout. Tu sais, j'aime ça aller à Flagstaff puis être un peu focus sur tout le travail que j'ai à faire pour la Western. Puis pendant 2 mois, tu vois, je pense que j'ai été vraiment focus sur tout ce que j'avais à faire, autant de niveau récupération, nutrition qu'entraînement et soins qui me prennent quand même beaucoup de temps là. Donc j'ai des exercices à faire tous les jours. Donc matin, en fait souvent je me lève, j'ai mes exercices à faire. J'ai toujours un entraînement évidemment et à peu près 3 fois semaine j'ai des soins kinés. Donc je vois un physio à peu près 2 fois semaine et un masso une fois semaine. Et en plus de ça, je fais mon entraînement et je fais aussi des sessions de sauna et j'aime ça aussi rajouter du yoga chaud ou du pilates chaud, juste parce que pour moi, je trouve que c'est d'une façon super bien de combiner et du heat training et aussi de la mobilité et du travail spécifique, là, d'étirement, des choses comme ça. Donc, quand je dis ça comme ça, en fait, la semaine, elle se remplit vraiment vite, là. C'est rare que j'ai des... En fait, les journées se remplissent vraiment vite et l'air de rien, quand on fait
une run dans le Grand Canyon, mais c'est à 1h30, 1h45 de Flagstaff. En fait, dans la Grand Canyon, je cours toujours au moins 6 heures. Donc, en fait, la journée se remplit très vite. Donc, ouais, c'était un 2 mois quand même chargé. Mais moi, j'adore ça. Si je pouvais être focus comme ça plusieurs mois par année, je le ferais. Mais c'est certain que c'est demandant là, d'un point de vue organisationnel et aussi physique. Ça, c'est sûr. C'est un mode de vie qui est prenant quand tu rentres là-dedans, mais t'es contente de le vivre. T'es dans le sens que t'es bien là-dedans, puis t'as l'air de vraiment triper à j'allais dire vie de moine, c'est vraiment exagéré, mais je veux dire, ça demande une discipline quand même qui est grande, puis d'être capable de tasser tout ce qui est pas important à t'amener à ton objectif, à t'amener à ton but, là. Ouais, c'est sûr, mais tu vois, moi, je trouve ça facile. Toi, je trouverais ça beaucoup plus difficile d'avoir cette vie-là si j'étais dans un environnement où j'avais facilement accès à mes amis proches, ma famille et tout ça. Bon, j'avais quand même un cercle social à Flagstaff, là. J'étais pas toute seule pendant 2 mois. Mais tu sais, rien à voir avec une vie sociale que j'aurais normalement, soit en France ou au Québec. Donc, ouais, ça me permet d'être focus puis de prendre des décisions toujours à 100% envers la performance de la Western. Puis tu sais, ça va jusqu'à en fait favoriser toujours une nuit complète de sommeil, une sieste par jour. En fait, moi, je fais une sieste. En fait, évidemment pas les journées où je voyage au Grand Canyon, mais sinon, ouais, j'essaie toujours de rentrer un bon 20 ou 30 minutes de sieste par jour. Donc ouais, ça fait un horaire quand même assez chargé, mais j'ai la chance d'avoir cette disponibilité de temps. Donc, je veux la prendre au maximum. Tu parlais de ton cercle social à Flagstaff. Tu as partagé beaucoup de kilomètres d'entraînement avec Fuzhao Xiang, l'athlète chinoise. Parle-moi de cette amitié-là. On vous a Ouais. vu beaucoup vous entraîner ensemble dans le Grand Canyon. Ouais, en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai écrit à Fujao parce que moi, j'ai aussi participé au camp en Californie. Puis, je lui ai écrit par hasard je voulais essayer de nous céduler une longue run pendant le camp. Et j'ai écrit pour lui demander si elle allait être là. Puis, elle m'a répondu non, je suis à Flagstaff dès demain. Et c'était la journée que moi, j'arrivais. Donc, j'ai dit, ben écoute, moi, je suis à Flagstaff. Si ça te dit, on peut s'entraîner ensemble. Et puis, j'avais couru avec Fougère quelques fois l'année passée parce qu'elle habitait à Auburn. C'est un peu plus compliqué parce qu'elle était quand même assez loin de moi, mais ouais, j'avais beaucoup aimé m'entraîner avec elle. Je trouve que en fait, elle dégage quand même une super joie de vivre. Euh, et puis, je pense aussi, je sais pas, tu sais, ça, je l'ai dit préalablement dans d'autres entrevues, mais tu sais, imaginez-vous là si vous vous déplacez en Chine, là, je veux dire, c'est quand même compliqué pour Fougère de s'organiser à Flagstaff et c'est sûr que ben pour moi c'est un peu plus facile là, au niveau de l'anglais ou au niveau, c'est sûr que les États-Unis ça ressemble quand même beaucoup au Canada, donc je suis pas trop Ben oui. dépaysée, évidemment je peux bien m'organiser. Donc en fait pour moi il y a cette composante là qui est importante de m'assurer que en fait évidemment Fougère elle est bien entourée dans tout ça. Mais c'est certain que moi aussi, j'en tire énormément des bénéfices. Courir avec Fujao, dans le fond, il n'y a pas meilleur partenaire d'entraînement dans le sens que on a fini à 3 minutes d'intervalle à la Western l'année d'avant. On a quand même des forces et des faiblesses qui sont très, très semblables. Fujao est toujours partante. Je pouvais lui proposer n'importe quelle long run et elle était partante. Quand je faisais de l'intensité, Fujao, elle était là, puis tu sais, en fait, ça nous poussait énormément les deux. Puis moi, je suis assez persuadée que c'est sûr que ça a augmenté notre entraînement, notre qualité d'entraînement là. Il n'y a aucun doute que ça nous a aidés tous les deux. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Ça a été bien. En fait, on a fait chacune de nos long runs ensemble quand on était à Flagstaff. Donc, ça, c'était cool. C'est une coureuse qui a vraiment beaucoup d'expérience. Tu le parlais, tu le disais, elle a fait une deuxième place l'année passée, l'année d'avant aussi. Qu'est-ce que tu admires le plus chez elle dans ses compétences de coureuse ou dans ses forces? En fait, ce que j'admire le plus chez Frida, c'est sa capacité à rester dans la compétition, alors que ben souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais Frida, elle part de loin, là, elle part ses courses, elle va de façon très, très progressive, mais elle est capable de rester en fait dans la game là, jusqu'à la toute fin. Même cette année, tu vois, elle a peut-être pas fait une performance à la hauteur de ses habiletés. Elle s'est tournée la cheville quand même assez tôt dans la course, mais n'empêche qu'elle est revenue à une vitesse incroyable. Je pense que les gens pensaient tous qu'elle était finie puis elle est revenue. Puis elle le fait avec le sourire. Tu sais, les entraînements avec elle, c'était toujours super relax. Il n'y a jamais eu de, tu sais, il y a eu des jours où, en fait, soit elle poussait le pace ou moi je poussais le pace, mais tu sais, c'était toujours dans la bonne humeur. Puis
dans la bienveillance. Puis ouais, donc tout ça pour dire que je pense que en fait j'admire beaucoup sa capacité à donner tu sais, on a quand même une différente façon de racer là. Moi je suis plutôt quelqu'un qui aime partir plus vite et elle c'est quelqu'un qui aime de partir plus lentement. Et je suis toujours impressionnée de voir à quel point elle peut closer là une course en fin de course. Ouais, j'ai l'impression que les deux stratégies ont leurs avantages et leurs défauts, mais quand tu pars patiente comme elle le fait, ça doit quand même être demandant d'être toujours un peu en rattrapage, dans le sens où oui, si tu te pèses comme il faut puis il n'y a pas de pépin qui arrive, tu vas avoir peut-être un peu plus d'énergie que quelqu'un qui a le même niveau que toi qui est parti plus vite, mais tu es toujours en rattrapage, tu es toujours en train de tenter de revenir. Mais quand ça marche puis qu'il y a des dépassements, ça doit être extrêmement satisfaisant puis motivant. On le dit des fois, même dans le mid-pack, des fois, tu as de la misère à avancer, puis tu check le gars en avant de toi à 300 mètres, tu dis, je vais aller le chercher. C'est pas pour avoir la 48e place au lieu de la 49e, c'est juste que ça donne une motivation supplémentaire, puis des fois, ça force la tête à arrêter de nous rappeler que ça fait mal, là. Ah ouais, c'est sûr, mais moi, personnellement, j'aurais de la misère à faire ce genre de course-là. Ouais. Et je pense qu'on est aussi attiré ou impressionné par justement l'inverse de ce qu'on sait. Parce que pour moi, ce qui est confortable, c'est de partir une course plus vers l'avant. Et pour elle, ce qui est confortable, c'est de partir plus une course vers l'arrière. Mais bon, ouais, je pense que, en fait, j'adore aussi à quel point elle est sympathique, elle est sympathique dans la vie, mais le jour de la course, elle est prête à tout défoncer. Puis ouais, j'ai beaucoup apprécié sa simplicité d'esprit à travers le sport d'ultra, puis aussi son ouverture il n'y a jamais eu elle était toujours partante pour n'importe quoi que je lui proposais. Puis je pense que pour moi, ça c'est une qualité numéro 1. Là, tu veux des gens qui sont prêts qui sont prêts à tout genre d'aventure là. Ben oui. On est rendu à parler de la course. Avant qu'on commence ce récit-là, on va prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on se parle de l'autre côté. Là, aujourd'hui, je vais vous faire un aveu, là. Moi, j'haïs magasiner. Pas genre, j'aime pas ça tant que ça. Non, j'haïs vraiment ça. Me promener dans un centre d'achat, faire 5 places pour trouver 2 morceaux, essayer du lin dans une cabine, c'est ma mort. La vie est trop courte pour m'imposer ça. Bref, c'est probablement pour ça que j'aime autant Altitude Sport, parce qu'au-delà du trail, c'est rendu pas mal mon magasin de vêtements tout court. En veux-tu du choix pis de l'inventaire? En v'là. Que tu cherches du linge pour hommes, pour femmes, pour enfants. Il y a tellement de choix que tu peux facilement te laisser emporter, hein? Des marques comme The North Face, Patagonia, Rab, Columbia, Levi's, Lacoste, Helly Hansen, Uke, Rossignol, Mountain Hardware, puis tellement d'autres que je pourrais remplir le reste de la pub juste avec des noms de marques. Ce que j'aime surtout, c'est que je peux comparer les modèles, les couleurs, les prix, lire les commentaires, prendre mon temps, puis commander, quand ça me tente. Pas besoin de tourner en rond dans un stationnement un samedi après-midi, puis en plus, on encourage une entreprise canadienne basée à Montréal. Dans le contexte actuel, je trouve que ça vaut la peine de le souligner. Comme toujours, Altitude Sport rend le magasinage simple. C'est une entreprise canadienne, 100% en ligne avec plus de 400 marques premium. Tu commandes aujourd'hui, c'est livré demain partout au Canada et le jour même à Montréal. Et si jamais ça fait pas et la grandeur est pas bonne, les retours sont faciles avec un simple code QR. Va sur altitudesport.com et utilise le code pas sorti du bois 2026, PASSORTIDUBOIS 2026 pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Faut juste te créer un compte. Le lien et les conditions sont dans la description. Quand on regarde ce qui s'en vient au défi des couleurs 2026, c'est facile de se laisser impressionner, hein? Une finale de Coupe du Monde, les championnats canadiens, la finale de la Coupe Québec Trail, il va y avoir du gros VO2 max au pied carré. Mais savez-vous quoi? C'est pas ça qui a fait le succès du défi des couleurs, hein? Depuis 2013, ce qui fait sa force, c'est d'abord et avant tout les milliers de coureuses et coureurs amateurs qui viennent profiter d'une fin de semaine de trail exceptionnelle au cœur des couleurs de l'automne. C'est ça l'ADN du défi des couleurs. Des parcours pour tous les niveaux, des gens qui découvrent le trail pour la première fois, des familles, des marcheurs, des coureurs expérimentés aussi. Année après année, c'est cette communauté-là qui a fait grandir l'événement jusqu'à devenir aujourd'hui le plus grand rassemblement de trail en Amérique. Et c'est peut-être ça qui est le plus beau dans l'histoire, parce qu'en 2026, les meilleurs athlètes du monde vont venir courir chez nous, mais ils vont le faire dans un événement qui appartient encore à tout le monde. Du 9 au 11 octobre, le Mont-Saint-Anne accueille plus de 6000 participants répartis sur une douzaine d'épreuves allant de 1 à 42 km. Que tu viennes pour performer, pour découvrir le trail ou simplement pour vivre l'ambiance du week-end, il y a une place pour toi au défi des couleurs. Les inscriptions sont ouvertes puis il reste encore des dossards sur toutes les distances. Rendez-vous au défidescouleurs.ca. De retour avec Marianne Hogan. Le matin de la course, t'es à Olympic Valley. Ça fait 3 semaines que t'as ce petit souci-là qui est peut-être venu mettre un peu, je veux pas dire un bémol, mais veut pas dans la préparation, c'est pas le genre d'affaire qu'on veut. Comment tu te sentais
Niveau confiance, niveau côté énergie, est-ce que ton bucket était full comme tu le souhaitais? Ouais, je me sentais bien. Tu sais, j'avais le bucket assez plein. Tu sais, pour la première fois aussi, je pense que, en fait, j'ai eu le sentiment de pression plus dans le sens que, tu sais, je me disais, bon, j'avais la confiance de justement mes podiums précédents sur les courses comme la Western et l'UTMB, mais n'empêche que plus tu le fais, en fait, plus tu ressens une pression de continuer de le faire et tu te dis, en fait, là, est-ce que tu sais, je vais être capable de le faire une autre fois, puis tu vois, je pense que ça va être une réalité, là, ça, pour laquelle je vais continuer de devoir gérer, puis quelque chose que je vais vouloir travailler, c'est certain. Euh, j'ai pris le départ avec quand même une bonne confiance et un niveau de motivation complet, mais quand même c'est un certain niveau d'inquiétude là au niveau de ma fesse. Ah oui. La course, comme tu disais, est partie très vite. Ça part raide en plus. C'est du dénivelé positif en partant. Parle-moi de cette première moitié de course-là jusqu'à temps qu'on arrive dans des sections un peu plus chaudes ou jusqu'à temps que les pacers entrent. Ouais. En fait, la première section de course pour moi, c'est la première montée, c'est vraiment une montée qui me va pas tellement là. J'aime pas du tout commencer comme ça en montée. Donc, mais par contre, ce que j'aime, c'est que justement mon expérience me montre qu'il était 2 minutes de retard sur la première montée, ça change absolument rien là sur le reste de la course. C'est exactement ce qui est arrivé. En fait, j'ai fait la première montée plus à mon pace. J'ai commencé beaucoup plus lentement que la plupart des filles, puis éventuellement j'ai commencé à les rattraper dans la montée. Et puis de l'autre côté, j'ai trouvé ça quand même très motivant parce que j'ai rattrapé tout le peloton féminin là qui était devant moi assez rapidement dans le high country. Et c'est dans le high country, t'as comme des single tracks qui a beaucoup de descentes et je sais pas pourquoi, mais l'envie m'a pris de dépasser tout le monde puis d'aller à l'avant de la course. Puis j'ai vraiment eu du fun dans la première partie là jusqu'à Duncan Canyon là, j'étais devant puis j'aimais ça parce que je pouvais dérouler les descentes puis je me faisais pas trop rattraper en montée, chose que je pensais qu'elle allait arriver. Jusqu'à ce qu'on arrive justement à Duncan Canyon et là je réalise qu'en fait on était tous les filles là, les unes derrière les autres. Et puis là, on rentrait dans une section de la course qui me convient un peu moins. C'est des plus grosses montées canyon. Mais bon, je me sentais quand même assez bien. Puis je voyais que je restais quand même dans la game là, par rapport aux autres filles et par rapport aux années précédentes. Donc, je me suis laissée un peu, en fait, emportée par l'engouement de la course. Je me sentais bien. Puis je voulais pas non plus trop aller vite. Mais après, ouais, jusqu'à Forest Hill, je te dirais que mon intention n'était pas d'aller trop vite parce que pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir en fait maximiser sur vraiment pour moi la portion de la course qui me favorise le plus, c'est de Forest Hill jusqu'à l'arrivée. Puis je voulais, en fait, l'idée avec qu'on avait discuté avec Simon, c'était vraiment de pouvoir arriver à Forest Hill une fois que mes pacers rentrent, que je puisse vraiment en fait y aller au maximum et que je puisse potentiellement me mettre dans une position pour un podium évidemment. Et je pense que ça, j'ai bien exécuté. Jusqu'à Forest Hill, en fait, je pense que j'avais 8 minutes de retard sur en fait, je sais pas j'avais combien, mais ouais, en fait, j'étais troisième quand je suis arrivée à Forest Hill, je crois. Donc évidemment en lien un peu avec les filles devant. Donc vraiment très motivée là pour aller me rapprocher d'elle. Et puis à Forest Hill, Olivier est rentré dans le game comme pacer. C'est sûr que ça a fait une énorme différence. Pour moi, j'adore avoir Olivier comme pacer. Mais malheureusement, quand même assez rapidement, là, j'ai commencé à avoir des troubles gastriques. Je pense qu'aussitôt qu'Olivier est rentré, pour lui, j'ai commencé à avoir des soucis. En fait, j'ai dû arrêter aux toilettes. Je préfère pas nommer le nombre de fois que je me suis arrêtée entre Fort Hill et l'arrivée, mais c'est sûr que je me suis arrêtée beaucoup, beaucoup plus que ce que je devrais. Donc, malheureusement, c'est sûr que ça m'a bien ralenti. Et puis au même moment, en fait, j'ai commencé à avoir quand même une énorme douleur ouais, à la hanche. La hanche, elle a commencé à pincer. J'ai quand même été pas si pire jusqu'à la rivière, mais de la rivière jusqu'à l'arrivée, là, j'ai trouvé ça très difficile. J'ai trouvé ça très pénible. Et puis, en fait, là, jusqu'à la rivière, on était vraiment en mode, on essayait en fait, j'essayais vraiment et j'avais vraiment le goût, l'énergie et j'y croyais que je pouvais potentiellement aller chercher une meilleure place qu'une troisième place. Puis après, quand je suis arrivée à Green Gate, en fait, je suis tombée en mode survie. J'avais vraiment mal à ma hanche et les problèmes gastriques se multipliaient. Et puis éventuellement, dans la dernière portion, là, on a même eu la peur que Caitlin revenait sur moi.
Et ça m'a fait courir vraiment vite là, à la toute fin. Et d'ailleurs, je remercie Victor là, qui m'a amené mon deuxième pacer qui m'a amené jusqu'à Pointed Rock. C'est quand même à belle allure, mais Olivier, il m'a poussé comme jamais là, dans la dernière section. Et finalement, on est allé reprendre du temps sur Caitlin pour aller terminer en troisième position, mais définitivement avec quelques quelques pépins et définitivement un dos qui était croche à l'arrivée. Là, on le voit très bien que je cours un peu avec un angle et donc voilà, je pense que c'est le récit complet de ce qui s'est passé durant la course. De quelle façon, pendant la course, tu le sais, l'avance que tu as ou l'avance qu'ils font un peu, la vitesse de Caitlin Fielder dans ce cas-ci, à l'arrière? Tu t'informes là-dessus? En fait, tu peux le savoir assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de ravitaux là, dans la dernière section. Donc, de Forest Hill jusqu'à l'arrivée, il y a un ravito quasiment à chaque 7-10 kilomètres, mais quasiment à chaque 7 kilomètres. Donc, ça fait une énorme différence que tu peux voir la différence entre chaque. Et puis, c'est ça qui est drôle, c'est que au début, quand je suis partie de Forest Hill, je crois que Lottie, elle avait 2 minutes derrière moi. Donc ça, je trouvais que c'était très serré. Et à chaque ravito, en fait, on regardait les écarts. Et avec les pacers, on peut quand même communiquer de cette façon-là. Et évidemment, en fait, on croise la crew à la rivière, on croise la crew à Green Gate, donc on a quand même l'information. Et après, à Pointed Rocks, là, j'ai demandé à ce que quelqu'un reste là, pour voir Caitlin était loin comment, parce que c'est sûr qu'elle me rattrapait là. Elle m'avait pris, en fait, du ravito avant Pointed Rocks, qui est vraiment le dernier gros ravito, elle m'a pris 4 minutes sur 7 kilomètres, donc c'est quand même énormément. Donc, ouais, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que, ouais, quand j'ai su que, c'est ça, on est passé de 7 minutes à 9 minutes, mais c'était Caitlin qui était maintenant derrière moi. Puis, en fait, Caitlin, c'est une très bonne amie à moi et elle était dans l'équipe avant. Et elle est reconnue pour être, en fait, pour fermer les courses, tu sais, pour closer super fort. Donc, en fait, j'ai eu super peur là, une fois que j'ai su que c'était elle. Mais en même temps, j'ai eu super peur, mais tu sais, de tout le field, ça aurait été celle et j'aurais été plus contente là, qui me dépasse pour une troisième place. Mais bon, quand même, c'est une course, puis j'ai fait tout en mon possible là, pour essayer de la retenir. Tu réussi à garder un petit peu moins que 6 minutes à la ligne d'arrivée, mais c'est quand même extrêmement serré, on le disait tantôt, mais 160 Ouais. km, puis ça se joue par moins de 6 minutes. Puis je me rappelle, dans le live, c'est exactement ce que les animateurs disaient au moment où Caitlin Fielder a dépassé Letty Brinks, puis le monde disait « Is Marianne next? » Parce que elle est connue Ouais. pour cette stratégie-là. En même temps, tu as réussi à garder cet effort-là. Tu disais qu'à partir de rendu à la fin comme ça, tu étais plus en mode protection de la troisième place que d'aller chercher la deuxième. Tu as quand même terminé à moins de 10 minutes de Riley Brady qui est deuxième. À ce moment-là, c'est Oli et c'est Victor qui te donnent ces splits-là puis qui te poussent à aller chercher ou à maintenir Ouais. une certaine vitesse. Ouais, en fait, on est arrivé quelque part où je me rappelle plus si c'est cal 2 ou cal 3. On était à 5 minutes de Riley et Jen. Donc, on s'est vraiment rapprochés. Et donc, ouais, en fait, ça me motivait vraiment beaucoup. Mais après, ouais, il fallait que, en fait, j'ai eu des erreurs. Ouais, j'avais vraiment mal, là. Et donc, après le coup d'après, on est passé à 8. Donc, en fait, on est comme passé je pense qu'on est passé de 8 à 5 et on est retourné à 8. Et après, Jennifer est partie dans une course par elle-même, mais Ouais, c'est ça. Ça voilà. allait vite. Puis autant Jennifer que Riley, ils ont pas laissé, ils ont pas concédé une seconde à la fin. Ils ont fini forte elles aussi. Fait qu'à un moment Ouais. donné, tu tombes en mode plus protection, surtout quand tu as une douleur. Olivier, c'est la troisième fois qu'il te paissait, si je me trompe pas, à la Western. Ouais. Ouais. Puis parle-moi on le connaît Olivier, il est venu sur le podcast, on l'avait reçu ensemble à la première série sur la route de la Western. Thomas et Oli étaient venus. Parle-moi de Victor, pourquoi tu as décidé de lui demander d'être ton pacer? Ben, Victor, c'est un des gestionnaires d'équipe chez Salomon. Victor Moreau, qui est un excellent coureur, là. Je crois qu'il court 1h02 au demi-marathon pour mettre les choses en perspective. Donc, très, très bon coureur avec qui, en fait, 1h02 ou 1h03, je me rappelle plus, mais on va dire 1h02. Ouais, Victor, c'est un manager avec qui je m'entends super bien. Je m'entends super bien avec les deux, mais il était venu à la Western l'année d'avant. Évidemment, ce que je trouve cool pour moi dans l'équipe, c'est d'avoir des gens qui sont très, très investis dans la performance. Puis je pense que, en fait, je trouve ça le fun, justement, d'avoir des gens qui, ben, tu sais, lui, il est employé chez Salomon, évidemment, il aimerait que je performe autant que, en fait, peut-être pas autant, mais il voudrait certainement que je performe à la hauteur de mes habiletés. Donc, en fait, puis en plus de ça, je m'entends super bien avec lui. Donc, je lui ai demandé de me pacer
parce que je trouvais ça cool en fait d'avoir une équipe qui était Salomon. Et puis je savais qu'elle allait faire un super travail là, l'année passée. Tu sais, il avait pris en charge beaucoup mes ravitaillements, puis je l'avais mis un peu en charge du côté tactique, stratégique de la course. Puis je trouve qu'il avait fait un super travail. Puis pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un justement que tu sens qui est super motivé pour te voir performer. Puis en fait, j'aurais pas pu demander mieux ni dans Henry ni dans Victor. Là, les deux ont définitivement vraiment livré la marchandise là, au niveau pacer. Quand tu es en fin de course, quand c'est difficile, que tu as mal à la hanche, au dos, que tu as des problèmes gastriques, c'est quoi tes attentes de tes pacers? Qu'est-ce que tu as besoin qu'ils fassent quand un peu tout va mal? Je veux pas dire tout va mal, tu étais à la troisième de la Western puis tu avançais, mais Ouais. je veux pas, tu es dans un état physique et mental qui doit être plus difficile. C'est quoi tes attentes envers tes pacers? Ben, en fait, ça va être très paradoxal, ce que je veux dire, là, mais en fait, moi, je leur ai dit aux deux, écoutez, je vais arriver, puis je vais être complètement défoncée, je ne peux pas du tout vous parler. Et puis, tout ce que je veux, c'est que vous me faites courir vite. Et en fait, je m'attends à rien de plus que ça. Et puis, oui, une fois de temps en temps, je trouve ça bien qu'ils me disent si on avance bien ou que j'aime ça qu'ils me disent que si on rattrape le temps et tout ça. Mais ce que je veux, c'est qu'ils me poussent vraiment au maximum de mes habiletés. Puis les deux ont fait ça, là, tu sais, dès que... En fait, avec Oli, j'ai eu les portions de ma course où il y avait beaucoup plus de montées. Et, tu sais, il m'a fait courir quasiment tous les montées de Forest Hill jusqu'à l'arrivée, chose que j'avais jamais fait dans le passé. Donc, c'est sûr qu'il m'a fait pousser au maximum. Et puis, même chose pour Victor, là, tu sais, Victor, quand il a su que Caitlin était derrière, Victor était très au courant. Il était le manager de Caitlin. Il était dans l'équipe quand Caitlin était dans l'équipe, donc il était très au courant. Puis, tu sais, sans me stresser, il a mis la pression en disant, écoute, Marianne, je sais pas te faire de peine, mais c'est rendu Caitlin, puis faut vraiment qu'on pousse. Puis, c'est ça que je veux. En fait, je veux des pacers qui ont aucune pitié, mais qui ont aucune pitié en connaissance de cause que c'est ce que je veux. Donc, les deux ont vraiment été capables de faire ça. Puis, ouais, en fait, je leur dois ma course, ça, c'est certain. Au pacer et au reste de l'équipe, là, mais pour moi, ça fait une énorme différence, ça, c'est certain, sur ma performance. Je veux des pacers qui n'ont aucune pitié. Point. Voilà. Là, on a la citation d'épisode ici même. Est-ce que quand on tombe Ouais. sur l'asphalte dans les derniers kilomètres de la course, est-ce que ça te donne encore le même feeling que la première fois en 2022 quand tu es tombé sur l'asphalte? À la différence près que tu n'avais pas de frontal cette année, c'était un peu moins noir que quand tu étais en Ouais. 2022. Ouais, et je pense que c'est pas négligeable, en fait, le fait pour moi de finir sans frontal. Je pense que, tu sais, tu sais, quand on parlait aussi de ce que je fais de ma performance, en fait, je me rappelle vividement d'avoir été sur la track quand Courtney, elle a fini à la clarté. Puis je me disais dans ma tête, j'ai aucune idée comment c'est possible de faire ça. Et là, je me retrouvais un peu dans la même situation. Évidemment, j'ai pas couru aussi vite que Courtney, mais pour moi, finir sans frontal à la Western, là, tu sais, à comparer de la première année à laquelle je l'ai fait, je pense que c'est quand même un gros exploit pour moi. Je me voyais pas faire ça un jour. Donc, c'est sûr que là, les émotions étaient encore plus grandes. Mais n'empêche avec Oli, on était terrorisés à l'idée que Caitlin me rattrapait, là. Donc, quand on est arrivé à Rocky Point, on n'était pas du tout en mode relax. Et en fait, j'ai couru toute la montée dans les 2 années précédentes. Je l'ai marché, cette montée-là. Mais tu sais, j'ai quand même un sentiment, un sentiment de fierté, évidemment, en arrivant là, mais aussi de satisfaction. Puis tu sais, c'est super le fun. Il y a mon équipe qui est venue me rejoindre, puis il y a Cathy aussi qui est venue courir les derniers miles avec moi. Elle est venue à la toute fin, puis je sais pas pourquoi ça m'a touché autant, mais ça m'a vraiment touché dans le sens que, tu sais, Cathy, j'ai l'habitude de faire des courses avec elle et elle est bien devant moi, même si j'essaie de la suivre. Puis c'était cool en fait, de vivre ce moment-là avec elle et évidemment avec le reste de mon équipe, là, qui m'accompagne par après, sur la piste d'athlétisme, qui est définitivement pour moi le moment le plus fun. Tu sais, tout le monde est juste content d'être là. Puis ouais, en fait, j'en revenais pas de terminer à la clarté. Je pense que c'est la morale de l'histoire. Donc, je pense que d'arriver sur le tu sais, puis je pense que quand on fait le plan par équipe, puis je disais, tu sais, dans le plan idéal, j'aurais pas besoin de frontal. Je pense que tout le monde, même s'il croit en moi, je pense qu'il se disait, OK, je comprends, mais il faudrait peut-être quand même planifier une frontale. Tu sais, je trouve ça le fun d'avoir pu concrétiser une performance à la Western sans frontale. Puis, ouais, ça m'a fait quand même beaucoup plaisir.
t'as livré le plan qui était, je veux dire, très réaliste, clairement tu l'as fait, mais qui était quand même, fallait que tout s'aligne pour que tu termines avant, je veux dire, en finissant à 15h50, t'étais à une demi-heure de devoir la mettre, la frontale, 1 heure. Fait que, tu sais, Ouais. fallait Ben, vraiment même, livrer la marchandise, hein. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais. Ouais, fait que, ouais, je suis contente. J'étais contente. Puis, en fait, je trouve ça le fun que d'avoir eu ce sentiment-là, tu sais, ça m'est pas arrivé, c'est niaiseux, mais tu sais, avec tous mes podiums, même malgré tout ça, ça m'est pas arrivé souvent d'arriver puis d'être vraiment contente, tu sais. Là, là, j'ai vraiment eu ce sentiment-là dans le moment présent. Tu sais, je pense que par Ouais. après, oui, effectivement, j'ai commencé à me dire, bon, ça aurait été mieux sans problème gastrique ou autre, mais vraiment, dans le moment, j'ai pu être vraiment 100% contente, là. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, je t'ai reçu après chacune de ces performances-là, que ce soit l'UTMB à la Western, puis, tu sais, je pense que c'est ce qui fait que t'es la coureuse que t'es, puis l'athlète du niveau que t'es, c'est qu'on est toujours dans le mode optimisation, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, puis qu'est-ce qui aurait pu aller mieux pour aller encore plus vite ou, tu sais, mieux performer. Dans des contextes, on est toujours le lendemain d'un podium quand on fait ces épisodes-là. Ça demeure que, je pense que c'est la fois que je t'écoute que tu sembles le plus, je vais pas dire en paix, j'ai toujours l'impression que tu me sembles quelqu'un qui est toujours en paix avec ce qui s'est passé, peu importe comment ça s'est passé, mais tu sais, je reviens à la première question de toutes que j'ai posée tantôt en lien avec ce que tu m'avais dit au dernier podcast. Est-ce que tu es fier de cette performance-là? Tu as l'air d'être vraiment en paix et fier de cette journée-là. Ouais, puis je pense que c'est l'expérience aussi qui rentre, dans le sens que, tu sais, je trouverais ça vraiment niaiseux de faire ma carrière entière puis d'être déçue à chaque fois parce que je fais podium sur une des plus grosses courses au monde. Puis c'est con à dire, mais c'est le sentiment que j'ai eu quasiment toutes les dernières fois. Ouais. Donc, je pense que j'évolue aussi à me dire, en fait, c'est bien ce que tu fais, puis il faut que tu arrêtes de toujours en vouloir plus, même si potentiellement qu'un jour, j'aimerais ça en avoir plus. Mais je pense que je peux me réjouir d'avoir été, en fait, d'être constante, on peut pas m'enlever ça en quelque sorte. Puis, je trouverais ça juste niaiseux de pas le savourer parce que si j'y repense dans 15 ans, en fait, le moment sera passé. Ouais. Donc j'aime mieux, ouais, je pense que l'expérience est, l'expérience rentre en ligne de compte et me montre que je devrais m'en réjouir. Même si, effectivement, il y a une partie de moi qui aimerait plus encore, mais je vais laisser cette partie-là peut-être ressortir dans quelques semaines quand je reprendrai l'entraînement un peu plus sérieusement. T'as vécu des westerns très chaudes, t'en as vécu une là un peu plus fraîche. Indépendamment chrono, position, tout ça, toi personnellement, c'est quoi tes conditions dans tes 3 western states? C'est quoi les conditions que tu préfères? Parce que tu nous parles souvent à quel point t'aimes courir à la chaleur, t'aimes faire ces Ouais, acclimatations-là à la chaleur. Là, dans ce cas-ci, t'as vécu autre chose comme expérience à la western, une édition, je pense que c'était la troisième plus fraîche de l'histoire. ouais. En vrai, pour moi, la western, c'est supposé être super chaud. Donc, c'est sûr que je préfère les westerns où il fait super, super chaud puis ça fait partie de l'expérience. Donc, moi, quand j'ai su que ça allait être froid, j'étais déçue un peu. Mais en même temps, j'ai pas voulu, en fait, tu peux pas contrôler la température, donc il fallait la prendre comme elle venait. Mais, tu sais, mes 2 autres westerns étaient assez semblables en termes de température et pour moi, c'est ça la Western States. Donc, je suis obligée de répondre à ces 2 éditions-là, même si l'année plus froide m'a permis d'avoir un chrono plus respectable. Je pense que pour moi, la Western, ça représente les années chaudes, là. Je peux te dire que c'est plus que respectable comme chrono, j'ai le droit de le dire. C'est gentil, c'est merci. Ce temps-ci, je sais pas pourquoi, l'analogie que je fais souvent au podcast, au micro avec les gens, puis même dans ma vie personnelle de coureur, c'est le coffre à outils. Tu sais, quand ça va vraiment mal, c'est des journées difficiles, on serre les dents, on se rend au bout, puis on rajoute des outils dans le coffre à outils. Puis même quand ça va bien, des fois, on a moins tendance à se poser la question de qu'est-ce que j'apprends de cette course-là, mais le coffre à outils de trail, d'ultra, continue de se remplir, que les expériences soient positives ou négatives. Toi, dans ton cas, cette Western State 2026-là, c'est quoi l'outil que tu as rajouté? C'est quoi l'affaire que tu rajoutes sur la pile d'expérience qui va te servir, tu penses, dans les prochains mois, prochaines années? Euh, En fait, c'est pas nécessairement un outil que j'ai, mais c'est une piste. En vrai, mes problèmes gastriques, il faut vraiment que je trouve une solution à ça, là, parce que c'est pas nécessairement, ouais, c'est des problèmes que j'ai au quotidien, pas nécessairement juste en course. Puis c'est certain que c'est quelque chose qu'il faut que je répare parce que ben je pense que ça joue beaucoup sur ma performance. Dans ce cas-ci, c'est sûr que ça joue énormément. Donc je pense que ça renforcer l'importance à ce que j'aille trouver en fait la chose qui cloche pour moi à ce niveau-là. Euh, Parce que l'autre chose que je dirais que qui est plus associée définitivement durant la course,
c'est que dans les années précédentes, je mettais beaucoup plus d'emphase sur ma capacité à descendre à la Western versus ma capacité de monter les côtes. Et puis, tu vois, cette fois-ci, je pense que avec Simon, on avait discuté beaucoup l'importance de justement pas attaquer trop les descentes pour pouvoir mieux monter, puis être plus performante en fin de course. Et je pense que j'ai bien maîtrisé cette partie-là. Je pense que vraiment, je me suis retenue quand même. Là, tu vois, je me suis fait rattraper dans quelques descentes dans les canyons, chose qui m'était jamais arrivée dans une course avant. Par contre, je distançais dans la montée, chose qui m'était aussi jamais arrivée avant. Donc, je pense que, en fait, savoir que potentiellement, je n'ai pas nécessairement besoin de me défoncer toujours en descente pour aller chercher l'avance que je veux. Je pense que ça aussi, c'est définitivement quelque chose que j'ai appris cette Western. Parlant de nutrition, c'est souvent un gros enjeu qui vient impacter la performance. Est-ce que tu as réussi à cette Western-là à suivre le plan? Oui, en fait, j'ai réussi à suivre le plan jusqu'à ce que vraiment j'ai des problèmes où là, en fait, tout. Là, en fait, quand moi j'ai des problèmes gastriques, j'essaie plutôt de manger par exemple des patates ou du melon d'eau ou vraiment des choses qui, en fait, un aliment qui qui me permet de mâcher puis que je sais qu'il va moins être traumatisant pour mon estomac. Ceci étant dit, pour moi, l'élément central toujours de mon plan de nutrition, c'est le drink mix. Puis ça, j'ai été capable le drink mix NAC. Et moi, je préfère le ultra. Ouais. Et puis ça, en vrai, tout le long de la course, c'est vraiment ce qui me permet là, d'avoir un apport continu en glucides et en énergie. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est vraiment, vraiment bien. Et puis, je veux vraiment préciser que mes problèmes gastriques, ça n'a rien à voir avec les produits, même si, en fait, je dis rien à voir, mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand on consomme beaucoup, en fait, c'est des problèmes que j'ai aussi plus au quotidien que vraiment en termes de course précisément. Donc, c'est plus quelque chose que je vais devoir travailler là, avec une équipe médicale là, pour voir comment je peux essayer de gérer ces soucis-là. OK. Mais c'est quand même bon de savoir que le drink mix rentre tout le temps. Tu sais, même quand tu es rendu à 15 heures dans le four, bon, dans le four, c'est un peu moins chaud cette année, mais ça reste que c'est un pace qui est rapide, que tu réussis toujours réussir à gagner, à rentrer ces calories-là, ces glucides-là. C'est fort parce qu'on s'entend, ça, indépendamment de la marque nutritionnelle, indépendamment de la stratégie nutritionnelle, des fois, ça sac le camp rendu loin dans un ultra, puis c'est pas en lien avec ce que tu manges, c'est juste l'effort lui-même qui est tellement difficile, tellement intense, qui peut faire dérailler l'estomac, là. Ouais, mais non, j'ai pas de problème avec. Non, en fait, c'est ça qui me maintient, puis c'est vraiment l'élément central là, de tout mon plan de nutrition. Puis sur une Western où en fait les ravitaux se font en 30-45 secondes, en fait, avoir de l'énergie liquide, c'est nécessaire, là, tu t'en sors pas sinon. Donc ouais, je suis très satisfaite de ce côté-là. T'es-tu de l'école de changer la saveur de drink mix pour varier ou on stick avec une seule recette qui fonctionne? Non, je varie. Je varie beaucoup. Et je les enhance en électrolyte aussi. OK. Donc, ouais, en fait, moi, mes préférés, c'est ananas, les ananas ginseng, watermelon, puis lemon lime. Donc, c'est ces trois-là que j'alterne. Et puis, je dis à mon équipe, alternez-les comme vous le sentez, là. Tu te laisses surprendre. Exactement. Je finis toujours avec les questions éclairs NAC. Je te ferai pas repasser les questions éclairs. Tu les as faites il y a belle lurette, mais après avoir fait des ultras qui se font en 24-26 heures comme des UTMB, des diagonales, après avoir fait la Western qui se fait en maintenant 15h51, si je faisais les questions éclairs NAC puis je terminais avec la question un 100 miles qui se fait en 15 heures ou un 100 miles qui se fait en 24 heures, ça serait quoi ta réponse? Définitivement 15 heures, là, je te dirais. C'est la première fois où je fais un 100 miles, qu'on fait le contrôle antidopage. Puis après, en fait, on se rend à notre Airbnb, puis on a un moment où on est tous dans le salon en train de chiller. C'est la première fois de ma vie que ça arrive, puis on a chillé comme un bon 30 minutes à 1 heure, là. C'est vraiment... puis dans le fond, ces 30 minutes à 1 heure là, c'est l'heure que j'ai gagné en fait l'année passée, Ouais. que j'avais perdu en course. Puis ouais, c'était vraiment le fun. Je pense que ça te tabasse aussi beaucoup moins là. Tu sais, j'ai eu des gros problèmes j'ai mal à ma hanche et à mes fibulaires, donc j'ai eu de la misère à marcher le lendemain. Mais d'un point de vue global, j'étais vraiment plus en forme cette année ou à ce 100 miles-là que n'importe quel autre 100 miles que j'ai fait de façon précédente. Donc, c'est certain que je vais te dire en bas de 15 heures ou en bas de 16 heures, pardon. Fait que la descente d'escalier le lendemain était un peu moins pénible que les années précédentes?
Ben, je te dirais oui, mais j'avais tellement mal à ma hanche puis à fait mes fibulaires là, qui sont rattachées à mon sciatique que non, je boitais. En fait, j'aurais pris des béquilles là, le lendemain pour Ah être ouais? honnête. Ouais, ouais. Mais non, la descente d'escalier était définitivement pas mieux, ça, c'est sûr. Ah, OK. Avant qu'on termine, Marianne, ça fait 3 semaines la Western. Est-ce que, malgré la douleur, malgré qu'en ce moment tu randonnes plus que tu cours, est-ce que tu as déjà commencé à penser à la suite de ton année? Ben non, là, je pense que je vais essayer d'attendre à ce que je cours là, avant de pouvoir voir si je pourrais mettre un autre dossard cette année, j'espère. Puis je pense qu'on va s'aligner, on va s'enligner vers là éventuellement, mais tu vois, je suis pas capable de. En fait, ça fait 3 jours que je vais randonner puis que je fais semblant de courir en descente, mais c'est pas beau à voir. Puis je trouve ça drôle à quel point on est loin de moi il y a 3 semaines ou tout ça. Donc, bon espoir quand même parce que l'année passée, par exemple, quand j'étais revenue en France, j'avais été dans les dates semblables, j'avais quand même des bonnes douleurs qui éventuellement on avait pu se débarrasser. Puis là, tu vois, je vais passer tout le mois d'août avec l'équipe Salomon puis l'équipe de physio kiné. Donc, j'espère qu'on va pouvoir bien progresser. Puis j'espère que effectivement, je vais pouvoir me lancer un autre objectif d'ici la fin de l'année. Quand tu débarques à Chamonix comme ça, as-tu un go-to, une randonnée ou un col ou un pic ou une montée ou un sentier quelconque que c'est la première chose que tu fais en sortant de l'avion ou c'est quoi ton incontournable à Chamonix ou dans les environs? Ben, il y en a pas mal, là. Un incontournable, c'est dur à nommer, mais hier, on est allé faire la rando vers le refuge Albert Ier, qui est plus vers le Tour. Et puis, en fait, je l'affectionne beaucoup, cette randonnée-là, parce que, enfin, en 2022, en préparation de l'UTMB, on restait à le Tour, puis on a fait cette randonnée-là peut-être 1 à 2 fois semaine, avec Mathieu, avec Mira, qui était dans l'équipe à l'époque. Donc, je suis allée la faire hier avec mon amie Hélène, puis c'est sûr que ça m'a rappelé une belle époque où j'étais encore très, très nouvelle dans l'univers du trail et Chamonix m'émerveillait beaucoup. Ça m'émerveille encore énormément, mais c'est certain que là, j'ai eu la chance de venir plusieurs fois depuis cette époque-là. Marianne, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça dans les hauts, dans les bas de la course. Toujours le fun d'avoir au-delà des chronos qu'on a pu voir, au-delà des positions, au-delà des entrevues des fois très rapides qu'on n'a pas ce course, de rentrer plus dans le détail de comment tout ça s'est passé. C'est toujours intéressant. Merci de toujours venir t'ouvrir comme ça pour les trailers et trailers québécois. Ils sont toujours très contents. Qui me parlent, t'es clairement l'invité dont on me parle le plus souvent. Puis là, quand ça fait comme 8 épisodes que t'es pas venu, le monde c'est comme. Fait que là, c'est quand le prochain Marianne? C'est encore et toujours des épisodes incontournables. Ben écoute, merci beaucoup de me recevoir. Puis ouais, c'était cool de voir un peu plus la communauté québécoise pendant le QMT. Donc j'étais bien contente d'avoir pu venir vous voir en personne. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser aussi là dans une course au Québec ou à l'international bientôt. Mais en attendant, je te remercie de me permettre de continuer de m'exprimer sur mon parcours. T'as dû avoir des beaux bains de foule quand même au QMT parce que je voyais les images, nous on était en train d'animer au moment où il y avait la Shakeout Run, mais la Shakeout, c'est le monde du vendredi. Il y avait l'air d'avoir des centaines et des centaines de personnes. C'est malade l'engouement pour une Shakeout Run pré-course le vendredi soir. Ouais, je pense qu'on dit qu'il y a eu 300 personnes. Aïe, aïe. En fait, je dis ça, mais maintenant je dis ça, je sais pas où j'ai eu ce chiffre-là, donc donc il y en a. Fait que à quand t'as donné le goût de participer au comité, d'être là pendant l'événement parce que on s'entend, on a des belles courses au Québec, t'en as fait plusieurs, mais le comité, si je me trompe pas, tu n'as jamais participé. Puis cette année, je veux dire, l'ambiance était vraiment électrique à l'arrivée parce que j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'ils le font, ils ont trouvé la bonne recette avec les années, mais il y a tout ce qu'il faut pour que les gens collent à l'arrivée, ce qui fait qu'il y a de l'ambiance du vendredi après-midi jusqu'au dimanche fin de journée. Puis c'était vraiment beau de voir le monde là. Ouais, en fait, c'est sûr que ça me donne le goût de revenir faire une course au Québec, à savoir laquelle, puis à savoir aussi le timing là, je pense que c'est ça, tu sais les gens me demandent souvent pourquoi, ben là dans le QMT, je pense que ça c'est clair pourquoi depuis plusieurs années je la fais pas, mais c'est aussi en fait, j'essaie quand même de pas faire trop de voyagements non nécessaires là, entre le Canada et l'Europe. Donc j'essaie d'être ben ouais, intelligente par rapport à ça. Donc, à voir quand est-ce que ça pourra rentrer dans le calendrier. Mais ouais, j'ai rien de planifié pour le moment, mais d'un autre côté, j'ai absolument rien, n'importe où dans le monde de planifié pour le moment. Donc, on verra pour la suite.
Pour la suite, profite de Chamonix, des randonnées, des petites bières corses, puis prends le temps de récupérer de tout ça. Tu nous as, encore une fois, je te dis ça à chaque fois, on dirait après les courses, mais tu nous as fait vraiment triper encore là. Tu sais, moi, pendant la course, quand je suis pas sur place pour ces grosses courses-là, je partage beaucoup, mais c'est surtout parce que le monde aussi m'écrive, puis l'engouement, tu sais, je veux dire, entre les stories que je fais aux 10 minutes, il y a du monde qui m'écrive, là, Marianne est rendue où? Puis tout, c'est que je sais qu'il y a du monde qui te suivent quand ils sont pas capables d'être devant le live YouTube, qui te suivent de peu importe la façon, puis il y a un gros engouement pour te suivre, puis te voir représenter le Québec, le Canada, mais le Québec comme ça sur des grosses courses, c'est toujours trippant. On peut dire le Québec. Bon, on peut dire le Québec, je pense. Ben, écoute, merci à toi. Merci Marianne. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC, le partenaire principal qui vient, je l'ai annoncé en début d'épisode, faire son gros reset du code promo pas sorti du bois. Je vous l'ai dit dans l'intro, mais je vous le redis ici, c'est le temps d'aller magasiner. Puis si vous avez déjà utilisé le code promo pas sorti du bois, maintenant vous avez le droit de le réutiliser une deuxième fois. On met le compteur à 0 puis on recommence. Donc 15% sur le NAC.com. Je remercie aussi Café Charlevoix pour le café, Noctem, Mox Mocktail. Et à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.